montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'est prévisible, c'était prévisible. Les pros, les champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il c'est là où il veut y aller. Il y va, et il y va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et il Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. Eh bien c'est la rentrée. Ça faisait longtemps, très longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés. Franchement je suis plus très sûr de savoir comment on fait un podcast. Je pense que les personnes présentes autour du barbecue s'en rendent bien compte à l'heure actuelle. Et oui, parce que nous sommes en séminaire de rentrée. Dans la forêt des Ardennes, au nord de Charleville-Mézières. La production Radio Merguez & Co. nous a organisé un stage de survie pour renforcer les liens au sein de l'équipe. Et avec moi, Jacques Lafritte, autour du barbecue sur lequel cuisent les quelques racines que nous avons pu cueillir. On retrouve Lens Niol, par exemple. Comment ça va, Lens ? Bonjour, bonsoir. Ravi de rallumer les braises à coup d'accélération sur des V10 hybrides. Donc, et encore, quoique j'ai peut-être sauté une génération. C'est des combien maintenant ? C'est des V8 les moteurs ? Je sais même plus. Mais ouais. En tout cas, ouais, ravi d'être là. En plus, ça coïncide avec Koh-Lanta le mardi soir, donc on est assez raccord. Tout à fait. Et avec nous, quelqu'un qui revient, donc c'est le grand retour attendu depuis longtemps. Ça faisait plus de 20 barbecues qui n'étaient pas présents. Il est parti dans le sud, il est parti quelque part, nous ne savons pas trop, c'est pas très clair. Et je parle bien ici de Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là avec nous ? Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Écoute, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu que les ondes radio avaient réémises pour ce premier grand. Alors je sais pas si c'est moi, mais ça a complètement coupé. Oui, c'est bien, c'est que ça a fait littéralement comme les performances d'Aston Martin la saison passée, c'est-à-dire très bien les 2 premiers trucs, et puis ça s'est effondré au bout. Et à la fin, on les voyait plus. C'est exactement la même. Là, il y a eu un emballement. Je pense que le moteur, franchement, c'était compliqué. On n'a pas tout compris, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir, comme on dit. Super. Mais moi, je crois que c'est peut-être dû à l'arrivée d'Olivier Pastis, qui est arrivé comme ça. Franchement, la course avait déjà démarré, enfin l'enregistrement, et comme ça, il surgit et crac. Il se passe toujours un truc quand Olivier Pastis est là. Comment ça va ? Ça va bien. Vous m'entendez bien ? Bah écoute, ça va. Parfait, très bien. Bah ça va. Je suis encore sous le choc, mais ça va. De l'annonce, oui, c'est ça, effectivement. Je crois que c'était le choc de voir Fernando qui te choque. C'est ça. Alors, et puis avec nous, on a aussi Charles qui est en train de déguster une bonne soupe bio. Comment ça va, Charles ? Bonjour à tous, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. On n'a pas eu le temps de dire ça. Et prêt à attaquer la saison. Ok, et puis dernier larron de l'histoire ce soir, c'est Takuma. Comment vas-tu, Takuma ? Oh, écoutez, bonsoir, ça va très très bien, très heureux d'être là pour parler de cette belle saison qui... Je vous laisserai finir parce que de toute façon, on va en parler pendant 1h30, donc je vais pas griller mes cartouches, mais ça va être une belle saison, enfin on l'espère. Je pense qu'on a beaucoup d'espoir, mais on l'espère. Là, c'est plein de mystères, tout ça. Mais en tout cas, Olivier Pastis a déjà un peu abordé le sujet. C'est qu'il y a quand même un gros sujet avant de parler de... Il y a plein de sujets en cours. Il n'y a pas de nouveaux pilotes cette année, mais par contre, il y a... Il y a des noms de merde pour les écuries.
Il y a notamment ça, c'est un sujet que tu veux aborder, mais on va quand même commencer par un peu la grosse annonce qu'il y a eu avant le début de la saison. C'est le transfert à venir de Sir Lewis Hamilton, pas pour cette saison, mais pour la saison d'après, à la Scuderia. Ça en a surpris plus d'un, on s'y attendait pas trop, on pensait que ça n'arriverait jamais, c'était quelque chose il y avait eu des rumeurs quand même depuis quelques saisons. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en penses, Fernando Gaspacho? On sait que tu as le cœur rouge. Livre-nous ta première impression. Est-ce que Hamilton et Scuderia compatibles? Alors j'ai été coupé, mais en fait ce que je disais en introduction, c'est que comme je suis descendu dans le sud de la France, vous avez remarqué que je suis parti barbecue mi-année et je suis descendu durant l'été. Et à Maranello, j'ai vu quelqu'un top modèle arriver dans le paddock de Maranello à Fiorano. Je crois qu'on a de nouveau le même souci que tout à l'heure, c'est que les 4 premiers mots, ça marche pas mal, mais après ça s'effondre. Voilà, Fernando comme Aston, c'est cohérent, c'est tout. Donc c'est pour ça que Lance Niol va parler 4 minutes après tout le monde puisqu'il représente Alpine. Donc voilà, c'est normal. On a un peu tous, c'est compliqué, c'est compliqué. On part de loin, comme diraient certains, mais on va redonner le micro à Olivier Pastis. Olivier Pastis, qu'en penses-tu toi de Lewis? Est-ce que ça y est, le 8e titre est assuré la saison, pas cette saison, la saison d'après? Comment ça va se passer chez Mercedes cette saison en attendant que le roi s'en aille? Est-ce que George Russell va prendre le flambeau? Dis-nous tout ce qui se passe du côté des flèches d'argent. Je pense que ça va être de la merde. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être parce qu'il y a un super champion du monde qui est toujours là, donc du coup tu peux pas dire d'un seul coup sous prétexte que tu pars, en fait tu donnes plus accès à rien alors que tu as emmené l'écurie aussi haut. Donc je te donne pas accès à 2025, mais 2024 je te laisse quand même libre cours de faire ce que tu veux. 2025 ils ont quand même déjà les grandes lignes de la voiture. Donc je pense qu'ils sont pas très bien. Chez Mercedes, George, il est content, ça y est, enfin. Enfin, la place se libère et c'est bon, il va pouvoir être numéro 1. Pas cette année, mais l'année prochaine. Et puis Lewis, je comprends toujours pas, mais pourquoi pas. Enfin, je sais pas du tout ce qui l'a motivé à aller chez Ferrari. Je sais pas. La seule explication viable à mon sens, c'est que en fait, il était saoulé que personne n'ait suivi ses conseils et que l'écurie en ait fait qu'à sa tête et n'est pas obéi au doigt et à l'œil à ses recommandations d'évolution de la voiture. Voilà, parce que je pense pas que ce soit l'argent, je pense pas que ce soit Laura Ferrari, même si elle existe, je pense pas que ce soit le truc qui fonctionne sur Lewis Hamilton. Je vois pas d'autre explication, quoi. Mais alors, est-ce qu'une explication, j'ai posé la question à Charles Carrefour, est-ce que l'explication, ça serait pas qu'il pense impossible pour Mercedes de lui permettre d'obtenir son titre ultime qui lui permettrait de faire la différence sur tous les autres? Parce que ça fait quand même maintenant plusieurs saisons depuis ce dernier Grand Prix où il avait perdu contre Verstappen dans des circonstances compliquées. Depuis, c'est très compliqué pour Mercedes. Depuis, pas de victoire une victoire du côté Mercedes. Il s'est dit que l'herbe serait plus verte et rouge du côté de Ferrari, sachant que il part en 2025 et que l'année d'après il y a quand même le changement de réglementation à venir avec châssis moteur aéro 2026. Donc c'est un peu aussi peut-être aussi 2025 préparation pour la révolution. Qu'en penses-tu, Charles Carrefour? Alors moi je pense que clairement c'est une histoire de contrat. Il avait demandé un contrat un peu plus long chez Mercedes, un statut d'ambassadeur aussi, ce qu'il n'a pas eu. Il a eu 1 an plus 1 je crois et pas ce statut-là. Et chez Ferrari ça a été offert. De ce que j'ai compris il a 3 ans plus le statut d'ambassadeur.
Donc ils ont répondu à ses exigences. Et alors, après, je pense que ça fait 13 ans qu'il était là-bas. Ambassadeur. Est-ce qu'il a voulu aussi se challenger? Il y a un statut, il y a une immunité diplomatique avec le fait d'être ambassadeur Mercedes sur Ferrari. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça va sûrement plus loin que la F1. Derrière, après, je pense que c'est peut-être un statut où, si tu arrêtes la F1, tu es toujours, entre guillemets, sous contrat Ferrari, où ton image est reliée toujours à Ferrari, quoi. D'accord. Un peu comme le font sur certains sportifs. Ouais, voilà, tu peux avoir. Il y en a qui ont signé des contrats à longue durée avec des marques. Je pense que ça sera sûrement le cas avec Hamilton. Comme Tiger Woods. Après, je pense avec effectivement, pour lui, 2 ans de disette, il n'a pas gagné depuis Jeddah 2021. Il aura sûrement du mal à gagner cette année. Après, la voiture n'a pas l'air d'être ultra mauvaise, mais toujours très loin de la Red Bull, visiblement. Donc, on va voir s'il arrive quand même à saisir une opportunité. Mais je pense que dans tous les cas, il sait très bien que chez Ferrari, il gagnera peut-être pas tout de suite, un peu comme avec chez Mercedes quand il est rentré. Mais à son âge, je pense qu'il a rien à perdre. Donc forcément pour Ferrari, c'est pas un pari sur l'avenir. Mais c'est toujours bon, je pense, d'avoir un pilote ultra expérimenté pour bâtir quelque chose de stable, quoi. Ok. Je vais demander à Takuma Sado comment on sait que tu es fan de Carlos Sainz. Comment ça se passe du côté Ferrari là avec justement l'arrivée de Lewis, pas cette saison, la saison d'après, par rapport à Sainz qui a un peu été défaillant sur cette fin de saison dernière, ce qui a fait que Ferrari a pas atteint la seconde place au championnat. Tu t'es pas déçu pour ton poulain? De ce qui semblait sortir dans la presse, Ferrari était un peu saoulé que ça traîne avec Carlos Sainz, et quand les grands pontes de Ferrari ont vu une mini brèche s'ouvrir qui s'appelait Lewis Hamilton en 2025, ils ont fait bon, et on donne tout, on fait tapis. Il veut quoi Hamilton? Il veut 100 millions, d'accord, les assos, d'accord, l'ambassadeur, d'accord. Qu'est-ce que tu veux pour le chien? On fait quelque chose, on fait une maison, pas de souci. Tu veux des voitures, une villa? À mon avis, ils ont fait oui, prends le chèque, mets ce que tu veux, on s'en fout. Signe en rouge, bravo, super. Et pour Sainz, je pense je pense que Ferrari est content entre guillemets de s'en débarrasser, parce que je pense que c'était un des derniers entre guillemets vestiges de l'ère Binotto, et je pense qu'ils avaient envie de tourner la page de tout ça. Là où on pourra se poser des questions, c'est est-ce que ça va marcher avec Leclerc, parce que Leclerc a prolongé peu de temps avant qu'ils annoncent la signature d'Hamilton. Un gros contrat aussi, gros contrat. Et soit ils lui ont précisé qu'il aurait un nouveau coéquipier anglais, et dans ce cas-là, bon, il n'y a pas de souci. Soit ça a été la surprise pour Leclerc, et il peut être en droit de se dire, je pensais que ça allait être moi le numéro 1 jusqu'au bout. Bon, un peu relou. Après, ça reste Lewis Hamilton. Je pense que quand tu as l'opportunité de signer un tel pilote, bon, je peux comprendre que tu fonces. Surtout que, comme l'a dit Charles, il signe en 2013 chez Mercedes. Un an après, c'est le changement de réglementation et il roule sur la Formule 1. Là, il signe un an avant le changement de réglementation. Il va chez Ferrari. Est-ce que l'histoire va se répéter? Ça, seul le temps nous le dira. Est-ce que l'histoire resserre les barbecues ou resserre les plats? C'est un grand débat. Lance, en fait, voilà, on a Hamilton en fait qui rejoint aussi Vasseur du côté Ferrari. C'est aussi avec lui qu'il avait commencé sa carrière de pilote, en tout cas sur les catégories Formule 3. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ils vont pouvoir s'entendre? Là, en fait, on parle de la saison, pas la saison qui arrive, mais celle après. Mais c'est quand même, ça secoue quand même pas mal, puisque à la fois du côté Ferrari et du côté Mercedes, on peut aussi imaginer que pour Charles Leclerc, c'est aussi recruter quelqu'un comme Lewis Hamilton, c'est pas forcément un signe d'une confiance monumentale dans son pilote. C'est toujours compliqué de mettre tous les œufs dans le panier de Charles, parce que on va rappeler quand même que ça fait quand même quelques saisons qu'il est en Formule 1, il n'a gagné que 5 fois. Il y a pas mal de victoires qui lui ont échappé à cause de l'équipe, mais il y en a quand même quelques-unes où c'est pour lui. Donc, comme l'a dit très bien Takuma, quand tu as l'occasion de faire Hamilton, t'y vas, quoi. Enfin, à un moment, c'est un peu comme
comme il y a 2 ans et demi, Paris qui a eu l'occasion de signer Lionel Messi, même si tu sais que ça va pas forcément t'apporter grand-chose sur l'équipe, bah tu prends un mec qui est encore même du nombre de ballons d'or, etc. Tu prends un nom, mais et l'histoire ça sera d'autant plus belle si Lewis, alors, je souhaite pour lui qu'il gagne un Grand Prix cette année. Ça sera compliqué, mais s'il se remet à gagner et qu'il peut décrocher un titre de champion du monde chez Ferrari, bah, le mec, il gagne ce titre, il fait un bisou à la foule devant les tifosi qui seront en extase, et le mec, ça sera le point final d'une carrière. Le mec, il peut partir en grand seigneur derrière, et il aura tué le game, quoi. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre avec cette histoire-là. Derrière, est-ce qu'il prend un très gros risque? Est-ce qu'il aura moins de chances de gagner une course ou un championnat chez Ferrari ou chez Mercedes derrière une Red Bull qui a l'air d'être bien partie au moins sur les 2 prochaines saisons? Voilà, je pense qu'il prend pas un énorme risque. Il a pris tous les avantages avec le contrat, la durée, et comme l'a dit très bien Takuma, avec tout ce qui va à côté. Voilà. Okay. Il ne peut que rentrer plus dans la légende si ça fonctionne chez Ferrari. Et si ça ne fonctionne pas, bah, ça sera tant pis. On gardera en tête le fait que qu'il a très bien réussi et qu'il a fait toutes ces belles années chez Mercedes. Donc pour moi, c'est du zéro risque et finalement que du bonus pour Lewis. Sachant que j'avais vu une stat dans l'histoire de la F1, c'était que Fangio, il avait été champion du monde avec 4 écuries différentes. Et alors, c'est vrai que ne serait-ce que Lewis Hamilton, si on se dit champion du monde Mercedes, champion du monde Ferrari, ça serait beau. Il y a quand même Charles Leclerc comme coéquipier qui est plutôt performant et jeune et fringant. Et puis, il y a évidemment la concurrence qui est au rendez-vous. On va retenter Fernando Gaspacho. Champion du monde McLaren, hein, oublie pas. Hein, le premier titre, il est chez McLaren. Ça ferait 3 écuries différentes, ce qui est aussi énorme. Hein, attention. Mais pour revenir sur ta question de base sur le côté surprenant, moi, j'étais persuadé que il allait terminer chez Mercedes et que s'il devait partir de Mercedes, il ferait le coup d'aller chez McLaren pour terminer dans l'écurie qu'il a lancée pour le côté histoire, etc. Tu vois. Vraiment, quand il y a eu les premiers tweets des insiders qui disent on a une rumeur qui est en train de tourner, si c'est vrai, ça va être extraordinaire, et que le lendemain, tu te lèves, tu vois. Alors, il paraît qu'Hamilton est en contact avec Ferrari et 2 heures plus tard, en fait, il a signé et 2 heures plus tard, c'est annoncé. Tu fais, mais non, mais c'était dingue parce que tu te dis oui, Hamilton c'est Ferrari, bien sûr, pourquoi pas. Et Alonso qui retourne une 4e fois chez Alpine aussi. Mais en fait, non, il a vraiment signé. C'est assez dingue quand même, ça allait super vite. Et je pense que ça a pris de court un peu tout le monde. Je pense qu'ils ont voulu attendre et faire quelque chose d'un peu plus massif. Et je pense que ça a vraiment pris de court tout le monde. Alors, on va essayer de demander, de communiquer. T'as des créateurs de contenu sur YouTube, le Pit Stop, pour pas le nommer, qui avait fait, je crois, la veille, justement une vidéo sur les contrats et sur finalement la grille qu'il imaginait début 2025. Et il y avait une écurie où il disait qu'il y avait 99% de chances que ça soit le même line-up début 2025. C'était Mercedes avec Lewis et avec George, quoi. Donc quoi, tu vois, le lendemain, il faut se méfier des experts, faire très attention. Mais c'est vrai que personne n'imaginait qu'il bouge. Alors, on va retenter la communication avec les extraterrestres, avec Fernando Gaspacho. Par rapport à ça, franchement, c'est vrai que Takuma l'a dit, c'est allé vite. En même temps, on se dit, mais c'est impossible que Charles Leclerc, qui quelques jours auparavant avait eu l'annonce, alors plus ou moins officielle, d'un contrat de 5 ans, nouveau contrat chez Ferrari, c'est impossible qu'il n'ait pas été au courant. Toi, qu'en penses-tu de tout ça ? Visiblement, t'as 4 mots avant que ça se mette à bugger quand tu parles, donc ça va être compliqué. Prends bien ta respiration. Non, en fait, c'est pas vraiment. Enfin, oui, c'est une surprise parce qu'effectivement, ça fait un effet d'annonce à 20h où tout le monde a vu la découverte. Maintenant, faut pas non plus oublier que l'été dernier,
il y a eu des discussions pendant la trêve estivale entre Ferrari et Lewis Hamilton, au GP de reprise, il me semble qu'un des journalistes a posé la question à Leclerc, que Leclerc a regardé insistamment Lewis Hamilton en lui disant, parce que la question du journaliste était, avez-vous des nouvelles sur un potentiel coéquipier l'année prochaine, parce qu'il projetait déjà en 2024. Et là, par insistance, Charles Leclerc dit « Hello Lewis ». Et il y avait déjà des discussions. Maintenant que ça se concrétise, c'est très bien. Comme dirait un certain Sébastien Vettel, même s'ils vous disent qu'ils ne sont pas fans de Ferrari, ils sont fans de Ferrari. Donc le Ferrari attire, ça c'est indéniable. Tout le monde regarde, que ça soit bien ou pas bien, tout le monde aura un regard critique envers Ferrari, parce que prestige, parce que écurie de renom depuis des années et des années. Maintenant, c'est assez fou de voir que ça se concrétise, dans la mesure où quand on voit le palmarès qu'il a eu avec Mercedes, moi j'ai des fans à la maison qui sont les flèches d'argent. Je peux vous dire que je les ai lorgnés en leur disant tout le merch que vous avez acheté Merco depuis des années, vous pouvez maintenant le garder parce que ça va être collector. Mais en tant que tel, effectivement, c'est un beau finish s'il arrive à terminer chez Ferrari avec un titre de champion du monde. Maintenant, pour revenir sur Charles Leclerc, je pense qu'il ne va pas non plus se laisser faire. Et parce que je rappelle qu'il est maintenant depuis 2018, 19, je compte sur mes camarades pour me corriger, chez les Rouges. Donc honnêtement, voilà. Après, pour Carlos Sainz, pour terminer sur le sujet, faut savoir que Papa Carlos, il est chez Audi de l'autre côté et qu'il y a une vision, on va dire, un peu plus long terme pour lui, avec l'arrivée du constructeur en 2026. Donc peut-être que c'est une éclipse avant un retour en 2026 avec Audi. En effet. Après, au final, c'est vrai que c'est peut-être assez glissant pour Charles Leclerc cette nouvelle saison. Je te laisse le micro, Olivier. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la question, c'est comment faire tous les seconds couteaux, en fait. Tous les Pérez, les Sainz et compagnie. Ça va être un vrai bazar. Personnellement, je verrais bien Sainz faire une saison blanche à développer Audi. Tu vois, en 2025, ne rien faire pour développer 100% sur Audi. Ou aller chez Sauber. Faire une saison chez Sauber, chez Stekaché, là. Mais par contre, je trouve ça assez sain, bizarrement. Enfin, c'est d'avoir balancé l'annonce du mouvement de Lewis chez Ferrari avant la saison. Alors, c'est sûr que du coup, en termes de confiance, ça va être un bazar, mais au moins ça met les choses au clair. C'est bon, les gars, je pars, quoi. Je trouve ça assez propre. Disons que ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir les uns les autres, sachant que l'un va chez l'écurie l'année prochaine, que l'autre, on ne sait pas trop où il va. Est-ce qu'ils vont totalement se donner à fond? Est-ce qu'ils vont se préserver? Enfin, ça va être vraiment intéressant. Intéressant. Après, ça peut être compliqué. Et on va justement faire cette transition avec l'écurie Red Bull, parce que là, pour le coup, autant c'était excitant ce transfert de Lewis Hamilton du côté de Ferrari, autant il y a une affaire Red Bull avec Christian Horner qui est concerné par un problème visiblement d'harcèlement sexuel. On n'a pas particulièrement de détails. En tout cas, visiblement, ils ont annoncé que ça serait plus ou moins tranché avant le Grand Prix, le premier Grand Prix de la saison. Mais c'est pas impossible que ça déstabilise quand même l'écurie. En tout cas, il est sur la sellette. En tout cas, sa continuité à son poste est questionnée. Du côté Red Bull, est-ce que quelqu'un a envie de réagir par rapport à ça? C'est un sujet, on va laisser, on va dire, les commissions éthiques. Ce qui est marrant, c'est que ce qui ressort de cette affaire, c'est quand même que les news seraient sorties des Pays-Bas, qu'on sait que apparemment le clan Verstappen commencerait, enfin surtout le père, apparemment commencerait à plus trop pouvoir piffrer Horner, que Jean-Michel Œil de Verre, apparemment il y a aussi des frictions avec Horner. Donc j'ai quand même l'impression que, même si, je ne sais pas du tout pour dire que Christian Horner n'a rien fait, c'est un saint, évidemment que je lui souhaite de dégager au plus vite, mais
je pense qu'il y a quand même un intérêt à ce que Christian Horner dégage vite de la part de certaines personnes chez Red Bull. Et de ce qui est sorti, ça a l'air d'être, en plus de faits qui sont répréhensibles, je pense que les clans qu'il y a à l'intérieur de cette écurie étaient bien contents de pouvoir avoir quelque chose à foutre pour dégager Horner et le jeter sur les roues du bus. Quoi. Ok. Ouais, d'autant plus que Horner, il prenait de plus en plus de pouvoir au sein de Red Bull au détriment de Œil de Verre. Après, Œil de Verre, il est pas, bon, il n'y a pas de hiérarchie des problèmes. Après, on connaît pas le détail de Horner, mais en tout cas, ça a l'air d'être suffisamment grave pour que puis qu'il y ait des rapports, des réunions d'avocats et des études de dossiers, etc. Moi, j'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de faire une sorte de conciliation avec c'est une ingénieure de Red Bull qui aurait refusé, entre guillemets, une sorte d'indemnisation, et au final, il y a à la fois Ford du côté de Ford et du côté de la FIA. Ils veulent ou du côté du promoteur de la Formule 1, ils veulent que ça soit tranché assez vite, parce que effectivement, l'image n'est pas évidemment positive pour la F1 en général. Mais comme on n'a pas de détails sur cette affaire, ce qu'on sait aussi, c'est que Œil de Verre, il n'est pas non plus blanc. Visiblement au niveau de l'éthique, il a eu quand même des comportements qui peuvent être considérés comme déplacés sur les saisons dernières. Excuse-moi, Takuma. Non, j'allais dire, après la FIA, ils peuvent pas prendre des décisions fortes et dégager pousser pour le dégager Christian Horner et refuser la candidature d'Andretti qui serait pas assez, qui n'apporterait pas pour la forme. Tu vois, ils peuvent pas enchaîner des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Ils peuvent faire que des mauvaises décisions. Ils peuvent pas. Donc voilà, la FIA, ils sont débordés. Ils peuvent pas tout faire. Donc, faut espérer que les réunions internes chez Red Bull et l'enquête puissent décider de quelque chose, parce que bon, la FIA, bref, ça reste quand même des sacrés glandus. Mais oui, après, Œil de Verre, Helmut Marko, oui, ça fait des années qu'on sait que c'est quand même pas la personne non la plus clean de l'histoire, mais bon, il reste toujours en poste. Normalement, dans un organigramme sain et dans une fédération saine, tout ce qu'il dit à propos de Sergio Pérez, toutes les remarques racistes qu'il a pu balancer, normalement, ça devrait suffire à le dégager. Mais après bon, la FIA, la FIA ne peut pas dégager quelqu'un pour les propos racistes et mettre des grands prix. Moi, j'ai eu une interruption au moment où la FIA pouvait pas à la fois dégager les racistes et en même temps mettre des grands prix, et ça a coupé à ce moment-là. Parce qu'on veut me faire taire. On veut me faire taire, c'est pour ça. C'est ça, effectivement. Nous sachons. Ok, alors après, avant qu'on entame. Je suis pas tout seul à avoir des coupures. Non, mais moi, je sais pas ce qui. C'est la rentrée, c'est pas facile. Hein. C'est les tuyaux sont rouillés. Il y a aussi une nouvelle quand même qui est arrivée aussi du côté du paddock, du côté de l'écurie A, c'est le départ provoqué de notre ami Steiner, qui avait réussi à avoir une intense popularité, en particulier grâce à la série Drive to Survive, où il était assez iconoclaste, assez marrant quand même. Mais en dehors de ça, les performances de son écurie n'étaient pas au rendez-vous. C'est ça qui a fait que il y a eu quand même un peu de changements. Est-ce que peut-être faire un tour de table, et puis comme ça vous permet d'évoquer certains sujets avant qu'on entre un peu dans les tests hivernaux. Fernando, est-ce que tu as envie de parler de Steiner, tu as envie de parler d'autres choses avant qu'on analyse un petit peu plus précisément ce qu'on a pu voir? Écoute, j'ai envie de te dire qu'il a rejoint son copain Binotto dans les montagnes italiennes à boire du bon vin, comme ça a été lors d'un épisode de Drive to Survive. Maintenant, oui, hormis ça et les quelques engueulades qu'il aurait pu avoir avec des pilotes dans son écurie, j'ai pas vraiment. Moi, j'avais pas réellement de réelle attache avec le côté charismatique, on va dire, du personnage. Maintenant, à dire nine, bon voilà, c'est tout. J'ai rien à dire d'autre, en fait. Ok. Pour moi, aujourd'hui, on ne sait même pas qui le remplace à la tête de l'écurie là. Alors. C'est un japonais, non? C'est un japonais. Ah, ouais. si, c'est pas l'ingénieur. Si, oui, c'était l'ingénieur. Ouais, c'était l'ingénieur. Après, c'est Komatsu. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien l'ingénieur qui était comment dire, avec le chef ingénieur qui était, comment dire, avec lui dans l'équipe. Donc bon,
à voir ce que lui va donner parce que lui il monte en gamme pour le coup. Ce que lui va donner et aussi ce que va donner la confiance entre lui et le patron de l'écurie, dont j'ai plus le nom, l'américain. Gene Haas, de son écurie. Franchement, je sais pas où t'étais la saison dernière à Fernando, mais ça avait l'air compliqué quand même. Mais donc, pour moi, la reprise est difficile, mais voilà, hormis ça. On verra ce que ça donne. Après, ça va être curieux là aussi de voir comment il manage. Ouais, mais après, pour rappel, As c'est 10e au classement 2023. 10e, ça veut dire dernier. Et ça veut dire aussi 12 points seulement sur la saison 2023. Olivier, toi qui parles allemand quand tu t'énerves, et le week-end. Et quand je bois de la bière. Et quand tu bois de la bière. Que penses-tu de As ou même d'autres infos qu'il y a pu y avoir avant de démarrer cette saison 2024? Alors sur As, autant le départ de Lewis Hamilton, autant le départ de Horner, ça peut faire vaciller l'équipe. Autant vaciller quand tu touches le fond. Bon, ça n'a pas beaucoup changé grand-chose, quoi. Tu vois, ils vont pas vite, ils n'ont pas une bonne voiture. En revanche, un truc que je ne m'explique pas, c'est pourquoi Andretti rachète pas As, en fait, tout simplement. Pourquoi si jamais ils n'arrivent pas à avoir une 12e équipe, une 10e équipe, dans ce cas-là, je rachète As, quoi. Je rachète la licence de As, et puis c'est réglé. Hein. Et puis est-ce que ça va As, il s'en va tranquillement. Donc c'est ça. Et puis sur Horner, je pense qu'en fait tout le monde va avec tout le monde marche sur des œufs pour ça, parce que déjà c'est des personnes assez influentes, donc on fait toujours attention aux personnes influentes. Et de deux, la Formule 1, je pense, c'est extrêmement féminisé. Et ça, les gars qui sont à la tête de la Formule 1, de Liberty Media et compagnie, je pense qu'ils font hyper gaffe à pas avoir un comportement maladroit, tu vois, et de passer pour des antiféminismes ou des machos ou des mecs qui respectent pas le droit des femmes. Donc j'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'il y a un certain immobilisme de peur de mal faire. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Mais Netflix et Liberty Media ont tellement ouvert, très bien, hein, et donc du coup le public féminin est arrivé, un public plus jeune, un public féminin. Et quand tu as une affaire comme ça qui te tombe dessus, tu te dis, bon, comment je réagis pour ne pas perdre mes nouvelles fans, quoi. Petite analyse de Jägermeister. Voilà. Non, c'est très intéressant, cette analyse. Franchement. Et t'as oublié la disparition des grid girls, hein, quand même. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a une popularité. Qui sont toujours là sur la moto, par contre. MotoGP, ils en ont absolument rien à battre, hein, les mecs. Les nanas, elles sont toujours là en pot de fleurs à tenir le parapluie au-dessus du pilote. Elles sont toujours là. Lance, tu avais envie d'ajouter quelque chose aussi sur As ou d'autres écuries avec des infos qui pourraient être utiles à savoir, sans parler des essais As, on leur prédit pas forcément beaucoup de points cette saison, parce que a priori on en parlera sur les essais hivernaux. C'est quand même ils arrivent, je crois, à faire pire qu'Alpine, hein, donc c'est quand même pas mal. Donc ils ont pareil un duo de pilotes fin de contrat à la fin 2024. Est-ce que Magnussen c'est pas une petite saison de trop. Hülkenberg, il fait le boulot, mais voilà, ça déchaîne pas les passions. Donc, quand dans ton équipe, finalement, la figure la plus intéressante, c'est le patron de l'écurie et ses frasques dans une série Netflix. Je pense que là, t'as dit Camoulox, t'as fait un bon résumé de cette écurie dont tout le monde se fout et qui ne sert à rien. Donc, ça y va pas de main morte, Lance Niol. L'idée c'était de dire que globalement As aujourd'hui avec ses deux pilotes, on va dire d'expérience pour ne pas dire vieillissants,
devrait peut-être se retourner comme l'était Williams il y a quelque temps, c'est-à-dire faire plutôt une promotion des jeunes pilotes, des rookies, puisque je rappelle que cette année il n'y a pas de rookies en F1 en 2024, et peut-être se positionner plutôt sur ce curseur-là pour faire rentrer de nouvelles compétences, de nouveaux projets aussi d'avenir, et de consolider le partenariat qu'ils ont techniquement avec Ferrari, qui est pour eux un partenariat qui est important. Maintenant, c'est pour moi les deux volets où ils doivent se concentrer. Alors, est-ce qu'avec le départ de Gunther, ça va leur permettre de se recentrer? Eh ben, c'est ce qu'il faudra voir cette année. Mais honnêtement, je trouve regrettable qu'ils ne changent pas un petit peu leur posture en étant en bas de grille, ce qui peut être, on va dire, réprimandable sur les performances, mais qui pourrait être une opportunité pour des jeunes pilotes d'arriver en grille. Voilà. Takuma, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, ce que je voulais dire déjà, c'est que c'est dommage de voir partir le docteur Doofenshmirtz. Après, est-ce qu'il avait vraiment un impact? Non, parce que son écurie, ça fait 7 ans qu'ils sont là. Les mecs, ils développent rien, ils n'ont pas d'idées. Enfin, c'est juste nul. Lui, il voulait rester. Apparemment, il avait trouvé un sponsor à 20 millions et il voulait en contrepartie avoir des parts dans l'écurie. Apparemment, Gene Haas lui a fait « T'es bien gentil, Coco, mais tu vas prendre la porte ». Donc c'est pour ça que voilà, il y a plus de Steiner, mais en vrai tu peux mettre Gunther Steiner, tu peux mettre la personne qu'il y a maintenant, tu peux mettre n'importe qui. Cette écurie, il y a pas d'ambition, il y a pas de travail, il y a rien. Enfin, moi ça me déprime de voir que la FIA dit non, on veut pas d'une 11e écurie parce que Andretti ce serait pas super bien pour l'image de la Formule 1 et tout. Ça fait 8 ans que t'as l'écurie Haas dont le seul fait d'armes c'est d'être là juste parce qu'ils sont ricains. Il y a absolument rien de bien dans ce qu'ils font. C'est déprimant. Et au bout d'un moment, enfin, je veux bien qu'il y ait des écuries qui passent à travers. Bon, on va en parler d'une dans pas très longtemps. Bon, voilà. Mais au moins, il y a eu des trucs positifs, des trucs négatifs. Elle ne sert à rien, cette écurie, vraiment. Et comme l'a dit Fernando, si au moins c'était une opportunité pour des rookies de dire bon, bah, de toute façon, on a une voiture qui est pas ouf. Bon, bah, prenez du temps de roulage, prenez de l'expérience, allez-y, de toute façon, on est nul, on s'en fout, on vous jugera pas, donnez tout et on verra bien. Et peut-être que dans le lot, tu arrives à développer quelqu'un qui va devenir super fort, bravo. Parce que là, Hülkenberg, Magnussen, on s'en fout. Enfin, ça va rien faire, ça va squatter les places au fond. Et puis, si on les voit, c'est peut-être parce qu'ils seront foutus dans le mur. Et puis, merci Zizi, quoi. Ok. Non, mais en plus, il me semble que même le nouveau directeur de l'écurie a annoncé cette année, il serait pas non plus. Donc bon, ça confirme ce que vous racontez. Charles, je te laisse peut-être inaugurer une analyse des tests hivernaux qu'il y a pu avoir, des essais. Est-ce que tu considères, toi, que il y a des enseignements à tirer des essais hivernaux? Est-ce qu'on est à peu près sûr de ce qui va se passer sur ce début de saison 2024? Il me semble que sur les années précédentes, quand même, ce qu'on voyait dans les essais, quand même permettait d'avoir une bonne idée de ce qui allait se passer. Ouais, en fait, c'est toujours à prendre avec des guillemets, mais on arrive toujours à un peu comprendre ce qui va se passer pour la saison. Il y a rarement des grandes surprises. Visiblement, la hiérarchie semble suivre ce qui s'est passé en 2023. Donc, visiblement, Red Bull a l'air d'être toujours sur un piédestal. Et derrière, il y a un paquet. On va dire avec la Ferrari, Mercedes, McLaren et parfois l'Aston qui pourrait suivre. Mais en tout cas, pas de grandes surprises, je dirais, au général. Mis à part peut-être une écurie, où c'est un peu plus la déception. Mais en tout cas, ceux qui étaient dans le fond du classement restent dans le fond du classement et il n'y a pas de miracle. Je dirais que peut-être qu'il faut souligner, c'est que McLaren, cette année, visiblement, a fait quand même des plutôt bons essais. Parce qu'on se rappelle qu'en 2022, ils avaient fait des essais pourris pour cravacher, pour essayer de remonter. 2023, pareil, c'était même pire. Et pour bien remonter. Et là, visiblement, ils sont quand même plutôt bien placés. Donc c'est plutôt peut-être bon signe pour eux, c'est que potentiellement, dès le départ, ils peuvent potentiellement accrocher une Ferrari ou des Mercedes. Mais je vais passer le micro à Olivier pour voir si Olivier Pastis, s'il avait un peu cette même grille d'analyse.
sur ces essais hivernaux, sur effectivement la tête du côté de Red Bull, derrière un Mercedes Ferrari, et puis plus en retrait, on peut avoir du McLaren Aston, et puis Alpine qui est au fond de la vallée. Ouais, c'était déprimant ces essais. Il y a Red Bull qui défonce tout, et en plus, outrecuidance de shipper l'idée de Mercedes qui marchait pas, la remettre et puis de dire mais en fait votre concept il est bien, et puis des quiches, en fait nous on l'a fait pareil mais en mieux vu qu'il fonctionne, et regardez comment on vous met la tollée. C'est Adrien Nouet, en fait c'est le diable ce gars. Faut jamais l'avoir comme ennemi quoi. C'est plus de politicien, faut toujours être copain avec lui parce que sinon c'est l'enfer. Ouais, je pense que ça va être un calvaire cette saison. Enfin, je pense que ça va être comme les années Mercedes ou les années Ferrari en fait. On va pas regarder devant, voilà. Devant, voilà, qui va avoir la 3e place, quoi. Et ça se résume un peu à ça maintenant la Formule 1, c'est que tu as vraiment tout de suite une domination qui est pluriannuelle, quoi. Et si jamais t'aimes pas l'écurie, on va dire qu'il va faire comme l'année dernière, il va faire un peu semblant au début, puis après on va lui dire bon, soit tu suis le rythme, soit tu suis pas le rythme et puis tu te mets 2e. Mais c'est Max qui va prendre toutes les victoires. On peut mettre maintenant au moins 20 Grands Prix. Boum. Allez, moi je mets une pièce sur 20 Grands Prix. Voilà. Et après, il y aura Ferrari, McLaren, Ferrari et Mercedes qui vont se tirer la bourre. Ça va être bien. Et après, il y aura Geneas qui va être là en mode peut-être une petite tortue qui va empêcher les autres de rouler trop vite. Je sais pas. Et puis ce milieu de tableau, je sais pas quoi en penser parce que on sait très bien que McLaren peut faire des développements. Ils l'ont fait l'année dernière. Ils nous avaient dit cette année on va bien avoir une voiture déjà bien réglée dès le début, comme ça au moins on perdra pas de temps en développement. Bien les gars, super, vous avez bien progressé. Et puis le reste après on verra. Hein. Mais je trouve que cette saison va être cousue de fil blanc, je pense. Ok. Donc effectivement, on sait encore une fois qui va être champion du monde. Il n'y a plus rien à dire, mais donc on va pouvoir reprendre notre stage de survie, manger des mulots, faire cuire des racines, bouillies. Lance. Non mais blague à part, je pense que l'une des meilleures options pour que Red Bull ne gagne pas tous les Grands Prix, c'est qu'il y ait une déstabilisation en interne avec le départ d'Horner. C'est probablement la seule raison qui pourrait créer une petite défaillance chez Red Bull, parce que sinon, les gars, mais ils ont une voiture super forte, ils ont une certaine sérénité, ils ont une continuité. Enfin, en vrai, je les aime pas du tout, mais ils sont hyper forts, quoi. Tous les indicateurs sont au vert. Tous les indicateurs sont au vert du côté Red Bull. Est-ce que tu confirmes Takuma? Oh bah oui. Oui. Voilà, oui. De toute façon, on a bien l'impression que Verstappen va pouvoir rouler coup de portière à tous les Grands Prix. Hein, ça va être génial. Après, moi, ce qui m'intrigue, c'est que Will Buxton, dans ses pronostics d'avant-saison, met Mercedes 5e au constructeur. Donc, est-ce que lui a des infos qu'on n'aurait pas sur le fait que la Mercedes de cette année serait moins forte? Je ne sais pas. Après, je pense que ça va être quand même intéressant de savoir comment est-ce que Sergio Pérez va être nul, parce que c'est toujours très drôle de voir Sergio Pérez être nul. Enfin, moi, c'est un petit plaisir. Après, voilà, je peux comprendre que certains puissent apprécier le Mexicain. C'est pas mon cas, mais après, je respecte. Il y a même une question à se poser, c'est à quel Grand Prix il va se faire virer? Oui, bah on y pensait déjà la saison passée, c'est pas arrivé finalement. Donc il y avait eu pas mal de pronostics et de bouteilles de champagne qui avaient été pariées. Moi, j'ai fait les comptes. Je les ai pris dans notre stage de survie, un tronc d'arbre où on a des Jéroboam. Mais ouais, non. Après, de ce qui semble sortir, oui, ça va être une saison pour la 2e place. Après, Ferrari, moi, je vois vraiment du mieux depuis que Vasseur est là. Ça prend du temps évidemment, mais c'est vraiment sur la pente ascendante et ça fait plaisir. McLaren a l'air d'être bien, donc ça va offrir du suspense. Mercedes, ça reste Mercedes. Est-ce qu'Aston va comprendre comment développer une voiture sur le long terme? Ça va être intéressant de savoir.
Donc on peut avoir des voitures. Est-ce que, comme il s'appelle, Racing Bulls, Cash App, Minardi, Toro Ele, là, c'est Racing Bull. Apex, Je crois que c'est Racing Bull. C'est ça. Le vrai nom du truc. Le nom entier, c'est Visa Cash App Racing Bull. RB. Donc le RB, je sais même pas si c'est comme X Twitter. Formula One Team. Ouais, non mais il paraît vu que on se souvient que Red Bull qui a triché, dépassé le cap, a été lourdement sanctionné et du coup ça se voit, du coup la sanction leur fait très mal puisque de ce qui semble s'être dit, il y a eu un petit partage de connaissances entre Racing Bulls et Red Bull, donc ils ont eu moins de souffleries, mais bizarrement les deux ont le même concept, donc à mon avis ils ont quand même eu pas mal de souffleries. Donc ouais, à voir si du coup Racing Bull va avoir une voiture qui va être intéressante. Il y a de l'ambition dans les déclarations de Ricciardo, donc ça peut être aussi un petit trouble fait. Est-ce qu'Alpine va réussir à se sortir les doigts et faire une voiture? On verra. Est-ce que Williams avec Albon, parce qu'on a vu qu'Albon était capable de sortir de grandes performances, on n'est pas à l'abri qu'il aille pareil, s'immiscer dans les top 10, etc. Donc en vrai, même si devant, le néerlandais il va rouler coup de portière, derrière ce sera normalement au moins un peu intéressant, il y aura de la bataille, donc c'est juste que oui, pour le titre suprême, cette année c'est Rapado. Ok. Fernando Gaspacho, on avait parlé pas mal à l'occasion la saison dernière, on avait eu Ricciardo qui était revenu, qui s'était cassé les mains, qui était reparti, qui était revenu, qui n'avait pas forcément été ultra consistant, mais comme Pérez était vraiment pas bon, il y avait eu toutes ces rumeurs comme quoi il allait prendre sa place en cours de saison, à la fin de la saison. Est-ce que c'est son heure Racing Bull, ils n'ont pas l'air si dégueux que ça sur les essais, tels qu'on a pu les voir. Est-ce que ça peut être ça qui est dans les tuyaux? Clairement, si aujourd'hui tu as un Ricciardo qui performe bien avec la Red Bull sœur qui est Visa Mastercard, avec ça tu fais Paris-Monaco en une seconde. Oui, clairement, aujourd'hui tu as la possibilité d'avoir un Ricciardo qui, s'il se comporte bien, peut décrocher le baquet de Pérez. Maintenant, pour Pérez, il y a deux solutions. Soit effectivement il rebascule sur la société sœur, soit ce qu'on a pu voir dernièrement, c'est Pérez discuter avec Toto Wolff. Donc dernièrement il y a eu durant les essais la semaine dernière des discussions entre lui et Toto Wolff. Donc à voir ce que ça peut donner. Maintenant, je pense que ce qu'ils attendent tous, c'est que notre ami Pérez fasse une bourde pour dire maintenant c'est bon, l'année dernière on t'a fait jouer les prolongations, maintenant c'est terminé. Et puis si à l'inverse, ce que je disais en début de propos, Ricciardo transforme l'essai, il peut être promu effectivement et revenir chez Red Bull, là où lui-même s'était renoncé d'y revenir finalement, il pourrait lui revenir. Ok. Et t'as pensé quoi effectivement du concept Mercedes repris en dérivé par Red Bull sur la voiture qu'on a pu voir pour ces essais? C'est quand même un joli pied de nez, non? C'est du génie diabolique, comme disait Olivier Pastis, de la part de Adrian Newey, c'est-à-dire qu'il s'est focalisé. En fait, Mercedes, ça fait un petit peu le rat de laboratoire, et Newey a tout simplement regardé là où il y a eu en fait des axes d'amélioration, il les a exploités, et dans ces concepts avec les temps de soufflerie, mais je rappelle qu'ils ont aujourd'hui beaucoup de simulateurs en compensation, et ça aujourd'hui c'est pas restreint par la FIA. C'est pas anodin. C'est pas anodin, et donc ça permet aussi de tester la voiture avant même qu'elle soit sur route. Donc maintenant, honnêtement, c'est effectivement un joli pied de nez, et si ça me montrait qu'effectivement ils étaient quand même sur la bonne voie, et que Adrian Newey a su exploiter en fait les bons calculs pour pouvoir avoir le bon profilage sur la Red Bull qu'on connaît aujourd'hui, la RB20. Ok. Je rappelle juste et je terminerai, je laisserai la main à Olivier. J'enterre pas totalement Mercedes, parce que je rappelle qu'ils ont fait assez forte impression avec leur
nouveau-nés, où là où ils ont exploité une zone d'ombre du règlement, et où il y a 3 écuries qui, vent debout, se sont dit l'aileron est illégal, il faut le déprogrammer. Là où la FIA a dit non, on va le laisser. Et maintenant, je laisse la main à Olivier. Les simulateurs par ordinateur, c'est peut-être génial, mais c'est ce qui a donné la Mercedes sans ponton, hein, qui sur le papier, elle a été dingue, folle, la meilleure, la plus rapide, en ligne droite, en virage, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à la faire fonctionner dans la fenêtre où elle excellait, quoi. Donc là-dessus, c'est pratique, c'est CMD ou un truc comme ça, les calculateurs. Mais une bonne soufflerie avec le petit filet blanc, c'est encore ce qu'il y a de plus concret, quoi. Donc, vigilance à ce truc-là, quoi. C'est indéniable. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça te permet... Ils ont techniquement fait une maquette, je pense, virtuelle de ce qu'avait fait Mercedes. Ils l'ont retranscrit chez eux en la modifiant. Et ils savent qu'ils avaient une très bonne base sur la RB19. D'accord, en soi, la voiture... Elle mettait quand même quelques dixièmes de seconde par rapport aux autres écuries. Donc, ils n'étaient pas trop perdants. Donc, ils se sont dit, écoute, on tente le tout pour le tout. On améliore le concept. On se prend peut-être quelques temps de soufflerie avec ce concept-là. On voit ce que ça donne. Ça a l'air de marcher en soufflerie. Et banco. Ok. Oui, bien sûr. Après, Adrien Newey, je suis persuadé que lui, il voit la vie... Vous savez, comme les images de flowcharts, vous savez, des flux qu'on peut voir sur. Il voit la vie comme ça, c'est pas possible. Il ne peut pas arriver toujours avec des idées en disant alors si on fait comme ça, c'est pas possible. Ce type, c'est un cyborg, je comprends pas. Hein. Vraiment, je comprends pas. La vie en Est-ce que c'est légal d'avoir un cyborg dans son écurie? C'est une zone grise du règlement. C'est ça. Il y a certaines intelligences artificielles, mais c'est pour d'autres raisons, quoi. Oui. Ok, mais est-ce que vous savez, je me posais la question, parce que pour tout vous dire, j'ai regardé le premier épisode de la saison Drive to Survive hier soir, je crois. Le dopage des pilotes, ils ont des contrôles d'antidopage ou pas? Que oui. Il y a une réglementation antidopage chez les pilotes de F1? Ouais. Oui. Ocon en avait parlé, je me rappelle, il est surveillé non-stop, il doit dire tous les jours où il se trouve, et il peut avoir des contrôles inopinés à partir de 6h du matin, je crois. Mais en fait, ils en il ont dit quand pas même, où il est. Ils ont une sorte de... comme... Ils sont censés être comme films, les s'il n'y a jamais de contrôle, après c'est... Si, un peu comme, je pense, comme les cyclistes, hein. On a bien vu Franck Montagny, par exemple, déjà à l'époque, il s'était fait contrôler à la cocaïne, tu vois. Contrôler positif à la cocaïne, il y a déjà 20 ans de ça. Donc maintenant, c'est encore pire, parce que du coup, vraiment, Ocon disait, avec mon physio, alors c'est son physio qui s'en occupe, mais c'est lui qui dit, il est à tel adresse, pendant de telle heure à telle heure, ainsi de suite, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un sûrement de contrôle antidopage, il est capable de se rendre et de trouver Esteban Ocon pour lui faire un test antidopage, quoi. Non, parce que c'est quand même un sujet qui est pas trop abordé, je trouve. Et puis moi j'y pensais puisqu'il y avait l'histoire avec l'accident de vélo de Lance Stroll sur le début de saison dernière, où il s'était fait opérer. Il devait être je sais pas sous quoi quand il conduisait sa voiture sur le premier Grand Prix ou sur les premiers Grands Prix. Mais il devait quand même être tout médoc. Lance Niol, t'as pas quelque chose à ajouter sur les souffleries, sur Adrian Newey, sur je sais pas moi, l'état de Monsieur Wolff. Ouais, après sur les concepts, étant donné que quasiment toutes les écuries, parce qu'on parle juste de Racing Bull, mais les 8 autres écuries ont quand même largement convergé vers la RB19. Et donc, il y en a qu'un qui sait si ce concept est encore possiblement en évolution et avec lequel tu peux vraiment aller gratter encore des choses, c'est Adrian Newey. Et lui, si sur le concept de la RB19, il dit là, je suis à 70-80% du concept. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre des risques, sachant qu'on a de l'avance, de repartir sur un autre concept qui, a priori,
sur les calculs fonctionnent sur le papier et peut-être un petit peu moins dans la réalité avec le concept zéro ponton, même si au final la RB20 c'est quand même pas un zéro ponton non plus. Mais ça s'en inspire très fortement, surtout avec les gros canons là, sur le côté qui sont vraiment super intéressants. Donc si sur ce concept ils sont à 20 ou 30% et que tu peux encore progresser dessus, si on connaît un petit peu le loustic et au final tu sens que la côté ingénierie c'est quand même sa passion et de développer des choses, tu peux comprendre ça aussi. Donc au final okay. ils reprennent finalement de l'avance en prenant peut-être un risque, mais ça reste quand même du risque maîtrisé quoi. Donc et après on en est presque finalement à espérer que Red Bull se plante un petit peu pour que ça se rééquilibre. Parce que vous en avez parlé sur les 19 autres pilotes, il y a quand même de la bataille. Et quand on voit le nombre de fins de contrat 2024, et il va falloir se montrer cette année pour aller accrocher un contrat pour l'année prochaine. Et avec, on en a parlé, Lewis Hamilton qui est parti de Mercedes, avec Perez qui ne sera pas prolongé chez Red Bull, avec Sainz qui sera sûrement pas prolongé, bah oui, parce que c'est Lewis qui y va, avec des mecs comme Albon qui ont tout à gagner, mais finalement à perdre si jamais ils font pas une excellente saison. Je pense que ça va être hyper intéressant. Où sera Fernando Alonso l'année prochaine? Est-ce que il va chez Red Bull? Est-ce qu'il va chez Mercedes? Dire que maintenant, aujourd'hui, tout est entendable. Hein. Vu que Lewis Hamilton débarque chez Ferrari, je pense qu'il n'y a plus aucun sujet tabou sur un pilote dans une quelconque écurie. Donc ça sera super intéressant. Vous en avez parlé, les Racing Bull qui a l'air de super bien fonctionner. Malheureusement, l'Alpine, où c'est un peu plus délicat, mais on n'a pas parlé. Alpine, les deux pilotes sont fin de contrat à la fin de la saison. Est-ce qu'il y en a un qui restera? Est-ce que c'est les deux qui partiront? Parce que justement, on sait qu'Ocon a des acquaintances du côté de chez Mercedes. Est-ce que c'est lui qui pourra essayer de récupérer ce baquet? En fait, il y a tellement de mecs qui doivent se montrer. Je pense qu'on va assister à une super saison. Alors peut-être pas pour la gagne, vous en avez largement parlé, parce qu'il y a un extraterrestre avec une fusée atomique entre les jambes. Mais pour le reste, franchement, c'est super ouvert et ça sera, je pense, super passionnant, quoi. Ok, bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'Alpine. Charles, je te laisse peut-être en dire deux mots. Ça a été compliqué. On a eu Piero Gasly qui, effectivement, comme le dit Lens, qui est en fin de contrat à la fin de cette saison, tout comme son coéquipier Esteban Ocon, qui a dit on part de loin. Ça fait pas mal de temps qu'ils partent de loin. Est-ce que ça va être encore un peu très compliqué cette année? Visiblement, ouais, ils ont fait un gros step en arrière. En tout cas, de ce qui ressort des essais libres. Et on comprend peut-être un peu plus le pourquoi la livrée est très carbonée, on va dire. Parce que en fait, ils essaient de gagner du poids comme ils peuvent, parce que visiblement la voiture serait en surpoids. Donc je comprends le fait qu'ils aient juste mis des stickers sur la voiture, parce qu'en fait, les quelques grammes qu'ils peuvent gagner en enlevant de la peinture, ou en tout cas du covering sur des appendices aérodynamiques, ce genre de choses, s'ils peuvent le faire, ils le font. Au niveau de la gestion des pneus, ça serait catastrophique. Il y a des stats qui ressortent où on voit Gasly en quelques tours, il bouffe 1 seconde et demie sur un tour soi-disant un tour de Grand Prix. Donc, du coup, entre le surpoids, l'inefficacité aérodynamique, les pneus, la gestion des pneus qui est vraiment très très mauvaise, les longs relais seront catastrophiques. Le moteur. Donc, il y a de grandes chances que sur un tour, elle soit pas déjà bonne. Mais alors, en fait, en gestion de course, ça soit mauvais, quoi. Surtout qu'à Bahreïn, pour le coup, en plus, on s'attaque dans les pneus. On demande de la vitesse aéro. Donc, ça veut dire que sur la ligne droite, elle n'aura pas de vitesse de pointe. Dans le secteur 2, elle sera inexistante.
Et le secteur 3, bah n'en parlons pas. Donc, à mon avis, s'ils font un top 15, déjà, ça serait déjà peut-être pas mal, quoi. Et j'ai déjà du mal à y croire. Takuma, est-ce que tu veux compléter le tableau qui a l'air assez sinistre du côté d'Alpine, qui peut-être que... Moi, je suis assez surpris quand même de la constance, entre guillemets, dans l'investissement du côté de cette écurie, parce que par rapport à l'ambition qui a été affichée, qui a été communiquée sur les dernières saisons, y compris même en cours de saison dernière, là, c'est compliqué. Qu'en penses-tu, toi ? Ouais, je suis saoulé. As, pour faire le parallèle, ça a toujours été nul. Il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit « Ah, peut-être !» Non, ça a toujours été flingué. Donc, quand ils sont flingués, t'es en mode « Bon, une saison de plus. » Alpine, il y a des moments où on a voulu y croire, ils ont eu des line-up qui étaient super intéressants. Il y a le retour de Gasly, il y a certains podiums où tu te dis « Putain, mais ça y est, enfin !» Et non. Non, il n'y a jamais rien. Là, c'est encore Bruno Famin qui a la tête. On croyait que c'était l'intérim. Apparemment, c'est un grand intérim. Intérim, apparemment, parce que le mec dur, ils ont trouvé personne. Tu te dis, putain, mais ça restructure, comme dirait Walid Acharchour à l'époque d'Arsenal, on ne comprend pas le projet. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font. Et sincèrement, je suis Alpine. Je pourrais être tenté d'appeler Andretti et de dire bon, écoute, nous on en a plein le cul. Est-ce que tu voudrais pas nous filer des billes et prends l'écurie parce que nous de toute façon c'est mort et enterré. Ouais, mais je serais pas surpris. Il y a quand même des intérêts économiques derrière. C'est qu'ils veulent, c'est la marque Alpine et les voitures Alpine qui veulent vendre. C'est aussi le principal vecteur de communication, c'est l'écurie F1. J'ai oublié de raconter, que le moteur aussi, elle n'a toujours pas été retouchée. Oui, c'est ça. C'est qu'ils avaient déjà un déficit moteur l'année dernière et que cette année, ils l'auront toujours. Ils ne le changeront pas sûrement pour l'année prochaine. Ils attendront sûrement le changement de réglementation. Donc en plus, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Et, ça avait l'air d'aller mieux, en tout cas, entre Enstone et Viry-Châtillon. Visiblement, ça tendait quand même à faire une vraie équipe parce que même pendant un moment, même les deux enseignes, en tout cas, ne vivaient même pas dans le même hôtel, quoi. Donc, c'était vraiment... il y avait Viry-Châtillon d'un côté qui était vraiment motoriste et Enstone de l'autre, quoi. Donc, c'est compliqué de faire une vraie synergie quand on arrive là. Donc, franchement, ça annonce pas que du bon, quoi, hein, pour le coup. Okay. Ça va être long, même pour les deux, parce qu'en fait, c'est le moment où il faut se montrer. Et quand tu veux te montrer, alors que tu as une charrette, tu as un char à voile, comme dirait un certain entraîneur à l'époque, dans un certain club de foot, franchement, ça va même être compliqué. Hein. Heureusement qu'ils ont des contacts et qu'ils ont prouvé, tu vois, c'est pas la première année, quoi. Heureusement qu'ils sont prouvés et pour pouvoir prétendre à un baquet l'année prochaine, quoi. Faire la métaphore aussi entre la Formule 1 et le kart, du côté de la puissance de la voiture. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la situation d'Alpine, ou est-ce qu'on fait un dernier tour de table sur ce qu'on a envie de voir chacun en 2024 sur cette saison, sachant qu'on part quand même avec un Verstappen qui est largement devant, avec Red Bull qui semble quand même difficile à toucher. Mais qu'est-ce que vous avez envie de voir ? Je vais commencer par Fernando Gaspacho qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce premier barbecue de la saison 2024. Pour faire la conclusion avec Alpine, c'est vrai que, étant donné que la partie moteur ne peut pas être retouchée hormis pour des questions de fiabilité, ça va être compliqué de compter sur cet aspect-là. Maintenant, j'ai cru lire ces derniers jours qu'ils travaillaient ardemment, quand ils ont vu les résultats assez en berne des essais, sur un modèle bis de la voiture. Donc, à voir. Il ne faut pas vraiment avoir d'espoir, je pense, pour cette année. Et il faut pas non plus enterrer Bruno Fima, qui est pas non plus quelqu'un de il a quand même du palmarès avec Peugeot Sport dans le passé, donc je pense qu'il faut pas l'enterrer. Maintenant, il est arrivé dans la structure, je pense, un peu chamboulé depuis que Cyril Abiteboul est parti, et Dieu sait qu'est-ce qu'on était bien finalement avec Cyril Abiteboul chez Renault chaque jour. Mais on est totalement d'accord, Takuma. Maintenant, il faut faire avec. Je pense que lui, il est arrivé, il a récupéré l'équipe. Il faut qu'il se recrée aussi un staff derrière.
Donc ça va pas être simple et qu'ils doivent se focaliser maintenant, et c'est clair, sur 2026. Il faut faire l'impasse sur 2025. Cette année, ils doivent comprendre un petit peu mieux la gestion de course ça fait beaucoup d'impasse quand même. À un moment donné, faut pouvoir un peu rouler. Quoi. Mais dans l'idée, c'est que voilà, il va falloir qu'ils construisent et qu'ils composent avec l'écurie qu'ils ont aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant, sur la saison en tant que telle, je rejoins ce que disait Lens tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse curiosité sur les renouvellements de contrats et de ce que ça va donner en piste. Moi, honnêtement, ça me botte de voir que les fins de contrat sont tous en 2024. On sait qu'il y en a 2 à 3 qui sont pour le moment quasiment sûrs de rester chez eux. Ça va être Leclerc, la ligne Ferrari au final, Verstappen chez Red Bull. Le reste, on n'en sait rien. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir ce que ça donne en piste. Et de voir ce que va effectivement donner notamment Fernando Alonso, qui de ses dernières allocutions disait qu'il serait l'année prochaine dans la voiture la plus rapide. Bon, avec ça, faites ce que vous voulez, mais globalement, voilà, on verra. Et j'ai hâte justement samedi les courses, mais avant samedi, ne serait-ce que les qualifs et la Q3, pour voir un petit peu la véritable hiérarchie en termes de puissance brute. Takuma, tes envies 2024, qu'est-ce que ça dit? Moi, je veux Alexander Albon encore fort. J'aime trop ce pilote et je suis tellement content de le voir. Je suis tellement content de le voir épanoui chez Williams, et puis je suis content de voir Williams aussi à un niveau meilleur que ce qu'ils ont connu. Faut pas se mentir, même si c'est plus le Williams tel qu'on l'a connu quand on a commencé à regarder la Formule 1, ça reste quand même le nom Williams. Et on est content quand même d'avoir une Williams qui performe bien. Il est revenu, il est tombé en enfer, le pauvre, parce qu'il est tombé chez Red Bull, qui est une lessiveuse. Et là, il montre en fait que c'est un super pilote en fait, Alex Albon, et que quand on le fait confiance, quand on l'écoute et quand on met quelque chose dans ses mains qui a un potentiel, il peut faire quelque chose de bien. Donc moi, je l'attends beaucoup. Et il y a un truc que j'ai juste pas dit, pardon, mais c'est pour le baquet 2025 de Mercedes. Je pense qu'on sait déjà qui va remplacer Lewis Hamilton, et je pense que c'est assez drôle que le remplaçant de Lewis Hamilton soit quelqu'un nommé après le dernier champion du monde de chez Ferrari, puisqu'à mon avis, ce sera Kimi Antonelli qui va monter de Formule 2 chez Mercedes. Il y a énormément d'attentes sur lui. Il le voit vraiment comme le futur. Il a l'air d'être très, très, très prometteur. Et je ne serais pas surpris qu'on décide de partir avec un line-up George Russell numéro 1 pour 20 ans, là maintenant, c'est bon, et qu'il fasse monter Antonelli à 18 piges et qu'il lui laisse la saison 2025 en mode on s'en fout, c'est la fin de réglementation, amuse-toi, découvre le truc, et pour 2026, va te battre. Voilà. Ok. On va demander à Olivier de réagir. On sait qu'il est toujours actionnaire, il n'a toujours pas vendu ses parts. Il n'arrive pas à les vendre d'ailleurs, ses parts de l'écurie Mercedes. Elles ne valent plus rien. Et tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Hein. C'est ça le truc. C'est pas faux. Habile. Non. Moi, c'est toutes l'écurie Williams, parce que Logan Sargent, je me souviens que quand son baquet était en danger, il avait enchaîné 3-4 bonnes courses où du coup il faisait du 10-9-8. Je pense que toute l'écurie Williams pourrait être vraiment chouette. Après, j'attends de voir Daniel Ricciardo, est-ce qu'il va vraiment se réveiller? Voilà. Est-ce que Oscar Piastri est si fort que ça? Est-ce qu'il va concurrencer Lando Norris ou pas après son année un petit peu de galop d'essai, mais qui était une excellente année. Et puis après, moi j'aime toujours Pierre Gasly. Alors si jamais Pierre Gasly peut profiter pour monter sur quelques podiums, je serais preneur, quoi. Mais Alpine, ça a l'air d'être quand même. Quand on n'a pas une bonne bagnole, du coup on travaille beaucoup, quoi. Tu sens qu'ils vont beaucoup bosser, quoi. Non, je pour essayer de remonter. Ils bossent beaucoup. Là, il y a le burn-out là qui arrive du côté Alpine, parce que ça fait quand même pas mal de saisons de gros travail. Alors, si on suit ta logique. Ouais, mais en même temps, à chaque fois ils disent cette année on a beaucoup travaillé. Maintenant, on sait d'où on doit partir pour pas perdre de temps en début de saison. Et à chaque fois, ils perdent du temps, quoi. Mais c'est un temps de 3 tours. Hein. Le 33 tours, il tourne tout en boucle comme ça. Et puis,
Fin de nouvelle saison, hop, on met la phase B, puis c'est la même chose, et puis ça depuis 2016. Enfin, c'est surtout qu'il y a eu une progression des autres et que eux sont restés à faire du surplace. Ouais. Oui, et puis il y a aussi une contradiction entre le résultat et le discours à un moment donné. Je pense qu'ils ont aussi du mal à récupérer de ça, parce qu'il y a le soutien du groupe Renault, le patron de Renault présent tous les week-ends, avec des résultats qui ne faisaient que descendre. Donc ça, forcément, c'est, je pense, dur à vivre. Et là, cette année, c'est encore, ça s'annonce compliqué. Lens, tes souhaits 2024. C'est vrai que pour Alpine, ça se battait pour rentrer dans le top 3. Là, cette année, ça va se battre pour éviter de faire P7, quoi. Donc c'est la dure réalité du quotidien d'Alpine. Alors les mecs, c'est sûr qu'ils vont vouloir travailler et qu'ils vont travailler pour essayer d'améliorer tout ça, mais ça va être compliqué. S'il y a des résultats qui pointent le bout de leur nez, ça donne d'autant plus l'envie et de remettre du cœur à l'ouvrage. Si derrière, comme un des chroniqueurs a dit tout à l'heure, tu fais au mieux un P15, enfin une P15 au classement sur l'un des deux pilotes. On l'a vu déjà l'année dernière où fallait passer la Q1. Est-ce que cette année justement ça va pas batailler avec les deux As, avec l'une des Williams et finalement les deux Alpines pour avoir et les steaks hachés pour avoir finalement ces deux pilotes qui passent en Q2, quoi. Mm-hmm. Donc on leur espère pas ça, mais pour l'instant c'est vrai que ça en prend la tournure. Ça en prend la direction. Après, du côté. Sinon, après, Pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Non, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait vu quand même, et on en a parlé, de McLaren qui avait fait des essais catastrophiques la saison dernière et qui ont réussi à être très bons en ayant tout repris à partir de la mi-saison, et qui avait fait un retour d'enfer, justement. Charles. C'est vrai que c'était pas que des essais, hein, parce que c'est vrai que les premiers Grands Prix de la saison, à part l'Australie, je crois, où ça avait un peu performé. Le reste, on se posait sur les premiers résultats. Rappelle-toi si c'était circonstanciel ou non. Tout à fait. Donc, on l'a vu après que ça ne l'était pas, mais après, oui, c'est tout le malheur qu'on souhaite à Alpine, hein, qu'il puisse réussir à se sortir de ses ornières et à performer. Ok. Mais très bien. Ça sera compliqué, quoi. Charles, toi, tes envies 2024, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie que Norris remporte enfin une course, par exemple? Non, moi, tu vois, au contraire, j'aurais plus misé sur Piastri. Je me dis que quand même le gamin, il avait gagné sa première saison de Formule 3, première saison de Formule 2. Tu vois, pour moi, il est clairement, il a montré l'année dernière quand même qu'il était capable de rivaliser. Je dis plutôt en fin de saison avec Norris qui avait déjà 4 ou 5 saisons dans les pattes, qui savait ce que c'était une voiture qui allait vite. Et c'est lui qui a gagné d'ailleurs une course sprint au Qatar, il me semble. Tu vois, Norris n'a toujours pas gagné, donc clairement pour moi j'attends beaucoup de lui. Après, je trouve ce qui va être intéressant dans cette saison au final, c'est que je pense pour beaucoup, vu que l'avenir est incertain pour beaucoup, bah, on va avoir des pilotes qui vont vraiment s'arracher encore plus. On sait qu'il n'y a jamais de zone de confort, hein. Les contrats ils sont faits pour être déchirés, mais en tout cas là c'est le moment vraiment de briller, d'avoir le meilleur CV possible, quoi. Donc même par exemple Lance Stroll, non, lui il est à part, mais je me dis par exemple comment il s'appelle, un Carlos Sainz, bah au final c'est peut-être plus simple pour lui de se dire bah j'ai pas de baquet pour l'année prochaine, dès le départ il faut que j'arrache tout, quoi. Alors que potentiellement, si on avait attendu mois de juin-juillet, le départ d'Hamilton chez Ferrari, bah, en fonction de son premier semestre, on va dire ça comme ça, bah, peut-être qu'on aurait déjà eu un a priori sur, ou les équipes auraient pu avoir un a priori sur est-ce qu'il est en forme ou pas, est-ce que ça vaut le coup.
alors que peut-être qu'il aurait changé de mentalité dès le départ, ou il aurait eu une autre mentalité dès le départ, quoi. Ok. Donc, je suis plutôt un peu pressé de voir tout ça. Après, au niveau des voitures, je pense que ce sera un peu comme les dernières. On aura sûrement quelques voitures qui vont performer par-ci par-là, mais en ce qui concerne la tête, elle sera toujours bleu, jaune et rouge, quoi. Ok, super. Merci les gars. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'il y avait à dire sur ce juste avant le premier Grand Prix de la saison. Et puis, on garde les bonnes habitudes du côté de Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. C'est qu'on se retrouvera tous les mercredis matins à partir de 6h après chaque Grand Prix de la saison. C'est le cas depuis maintenant. On aborde notre 4e saison, mais ça fait 3 saisons qu'on a fait ça et ça continuera en 2024. Écoutez, salut à tous. Merci les gars pour cette première émission. Et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Allez, bye bye. Salut.